Ok, dans cette vidéo, on va voir comment automatiser son business Airbnb. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, j'ai un problème de caméra juste avant, donc je vais tout vous montrer sur comment il faut automatiser son business Airbnb. Il y a très certainement des questions que vous vous posez. Donc, est-ce que c'est vraiment possible de gérer son business en 2 heures par jour? C'est très certainement des choses que vous avez déjà vues sur les réseaux, donc on va répondre à ça dans cette vidéo. Est-ce que vous avez besoin d'un channel manager? Est-ce que vous pouvez le faire sans? Est-ce que vous avez besoin, est-ce que ça va créer une activité chronophage chez vous? Et encore, est-ce que vous avez besoin de faire les ménages vous-même aujourd'hui à vos débuts dans ce business-là? On va vraiment voir tout ça dans cette vidéo. Je vais tout vous montrer de A à Z sur comment vous devez automatiser et quel poste vous devez automatiser en priorité sur votre business Airbnb. Donc, c'est parti. Le premier point, déjà, c'est qu'il y a 4 grands piliers qui vont vous permettre d'automatiser votre business. Déjà, le premier, ça va être tout ce qui est ménage et linge. Donc, qui gère le ménage? Qui gère le linge? Est-ce que c'est la même personne qui gère les deux? Est-ce que c'est une personne différente? À quel prix? Où les trouver? On va répondre à toutes ces questions-là. Le deuxième point, le deuxième pilier, ça va être tout ce qui va être communication avec les voyageurs. Qu'est-ce que vous devez automatiser? Qui doit répondre aux voyageurs? Comment? Tout ça, on va le voir dans cette vidéo également. Le check-in, c'est également quelque chose de super important à automatiser parce que moi aujourd'hui, par exemple, j'ai moins d'une trentaine de biens et vous n'allez pas vous amuser sur chaque bien à aller faire des remises de clés physiques. Ce n'est pas du tout le but et on va voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour ça. Et là maintenant, c'est également un point qui est super important, vraiment, je le souligne parce que j'en entends pas du tout parler alors que c'est quelque chose de super important parce que si vous ne prenez pas bien soin de vos appartements avec les bons process, au bout d'un an, votre appartement, il est lessivé et vous n'avez plus de business avec cet appartement. Vous n'allez plus gagner d'argent. Donc vraiment, c'est super important le point de la maintenance et c'est vraiment ces 4 piliers-là qui vont faire que vous allez avoir un business qui est bien automatisé. Et on va voir ça dans le détail directement juste ici. Donc déjà, ménage et linge. On va commencer par ça. Je pense que c'est la chose la plus importante à automatiser, même si tous les points sont importants. Mais déjà, qui va faire le ménage? Donc, vous allez recruter une équipe de ménage. Ce n'est pas vous qui allez faire les ménages vous-même. Pourquoi? Parce que pour moi, si vous lancez ce business-là, il faut avoir la vision vraiment business dès le début et pas juste side business que je fais vite fait et vas-y, je vais essayer de tout gérer moi-même. Non, parce que quand vous allez avoir ça, avec 2-3 biens déjà, vous allez plus pouvoir tout gérer parce qu'il y a trop de choses à gérer. Et il faut être bien entouré et bien délégué et de la bonne manière. Et pour moi, le ménage, c'est une des choses que vous devez déléguer dès le début. Comme ça, vous mettez ça en place et déjà vous vous concentrez sur développer votre business. Donc ça, c'est super important. Donc, qui fait le ménage? Donc, soit société de ménage, soit micro-entrepreneur. Moi, aujourd'hui, je travaille qu'avec des sociétés. C'est vraiment pas un choix de ma part, mais c'est plus en testant plusieurs sociétés, etc., plusieurs micro-entreprises, en changeant, en testant, que je me suis retrouvé qu'avec des sociétés de ménage. Mais donc oui, ça me coûte plus cher, mais au moins je sais que j'ai également un service de qualité derrière. Ensuite, sur les micro-entreprises, c'est également quelque chose que vous pouvez utiliser au début, mais en fait, le problème avec les micro-entrepreneurs, c'est qu'ils ne sont pas tous très sérieux et qu'ils ne font pas tous le travail de la bonne manière. Donc, il faut par exemple les donner des checklists, même si c'est une société en soi, vous allez devoir donner des checklists, mais il va falloir vraiment trouver le bon micro-entrepreneur et faire des tests parce que vous allez très certainement pas tomber sur la bonne personne dès le début, donc il va falloir faire des tests. Et justement, où trouver ces bonnes équipes de ménage? Vous allez vous rendre sur des plateformes par exemple telles que Youjo, telles que Leboncoin. Ça, c'est des plateformes où vous allez pouvoir trouver ces sociétés-là, tout simplement. Donc voilà par rapport à ça. Et par rapport au prix, le prix, c'est super important. Il y a une formule qui est très très simple, c'est 1 heure de ménage par chambre. Donc, si c'est un studio ou une chambre, vous allez partir sur 1 heure de ménage. Si c'est un 4 chambres, vous allez partir sur 4 heures de ménage. Et en fait, vous allez définir un tarif horaire, donc par exemple 20 euros de l'heure. Et si c'est 2 chambres, donc ça fait 20 euros de l'heure à 2 heures, ça fait 40 euros. Donc, ça, c'est pour la partie ménage. Ensuite, pour la partie linge, ça va dépendre, ça va être à peu près entre 6 et 10 euros par set de lit. Un set de lit, qu'est-ce que ça comprend? Ça va être surtout 2 têtes d'oreiller, un drap housse, une housse de couette et 2 serviettes. Principalement, ça va être un kit de linge. Donc, comme il y a 2 chambres dans l'exemple que je vous ai donné, ça ferait, par exemple, si on passe sur 10 euros, ça ferait 10 euros et 10 euros pour chacun des lits dans chacune des chambres. Donc, ça ferait 20 euros au total. Donc, 40 euros de ménage plus 20 euros de linge, ça nous fait 60 euros, tout simplement. Donc, ça serait par exemple pour un T3, un tarif à facturer, que le prestataire va vous facturer à chaque passage. Donc, par exemple, s'il y a 10 passages, ça va faire 10 fois 60 euros à payer à l'équipe de ménage. OK? Donc ça, c'est important à prendre en compte pour tout ce qui est tarification de l'équipe de ménage. Ensuite, de quoi va s'occuper
l'équipe de ménage. Donc, comme on l'a vu, ils vont s'occuper du linge, ils vont s'occuper du ménage. Donc, à chaque fois qu'ils vont venir dans l'appartement, moi, comment je fonctionne, c'est qu'ils récupèrent le linge sale. Et il y a déjà un stock de linge propre dans l'appartement et comme ça, ils font le roulement comme ça. Et le linge sale, ils repartent avec, ils le lavent et ainsi de suite. Donc ça, c'est une des choses, le ménage aussi, donc ça, on en a dit. Et également, ce qui est super important, ils ne sont pas là que pour le ménage et le linge. Il faut comprendre que l'équipe de ménage, c'est vos yeux sur le terrain. C'est eux qui voient tout. C'est eux qui doivent vous faire tous les retours. Et donc, ils vont devoir vous faire des vidéos ou photos entre chaque passage de voyageur. Et ça va rejoindre le point qu'on va voir à la fin, qui est la maintenance, parce que c'est eux qui vont faire le retour s'il y a un problème, s'il y a quelque chose de cassé, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est eux qui passent avant que le voyageur arrive. Et pour éviter que ce soit le voyageur qui vous fasse la découverte et qui soit mécontent, c'est à l'équipe de ménage de s'assurer que l'appartement est fonctionnel pour les voyageurs suivants. Mais justement, on va voir comment ils vont pouvoir vous faire le bon retour, un retour très précis pour que vous puissiez faire les bonnes actions derrière pour avoir un appartement qui est dans un bon état. Ensuite, quelle organisation vous allez avoir? Donc très simplement, vous allez leur donner un planning, voilà, avec toutes les réservations, etc. Donc ça, vous pouvez le faire soit avec un channel manager. Le channel manager, je vérifie que ça enregistre toujours bien. Parce que tout à l'heure, ça m'a fait le coup, ça ne va pas me faire deux fois. Donc ça suit bien. Donc, Channel Manager, donc vous pouvez donner accès à l'équipe de ménage. Donc voilà, comme ils vont voir toutes les réservations, vous pouvez même mettre une automatisation en place qui va faire qu'ils vont être avertis avec une notification des nouvelles réservations. Et en plus de ça, ils vont avoir le calendrier. Donc comme ça, ils ne pourront pas se louper sur le jour d'intervention. Il va falloir leur donner un planning aussi pour leur dire, OK, moi, mes voyageurs, ils partent à 11 h, ils rentrent à 16 h. Donc tu as de 11 h à 16 h pour faire une intervention dans le logement. Donc ça, c'est super important aussi que vous pouvez leur dire. Comme ça, ils savent en autonomie quand intervenir. Pour le planning aussi, vous pouvez passer par Airbnb directement aussi. C'est possible en leur donnant directement, en leur mettant un accès en code. Comme ça, ils vont avoir accès à tout. Mais moi, je vous recommande plutôt d'avoir un channel manager, même dès le début. Pourquoi? Parce que encore une fois, ça rejoint ce que vous disiez pour l'équipe de ménage. Le but, c'est pas que vous fassiez les ménages vous-même. Pour le channel manager, c'est pareil. Il faut avoir la vision business. Et pour bien piloter et éviter les surréservations, etc., habituez-vous dès le début à avoir un channel manager. Comme ça, quand vous avez 5 biens, vous savez déjà comment votre channel manager il fonctionne. Pour ajouter les annonces, etc., ça va être du tac au tac. Or que si vous attendez d'avoir le 5e bien avant de mettre en place un channel manager, bah, c'est à partir de ce moment-là où vous allez commencer à le prendre en main, etc. Et ça peut être un peu plus chronophage. Donc voilà. Ensuite, on passe à l'étape suivante qui va être la communication avec les voyageurs. Vous allez voir, vous allez souvent, quand vous allez vous lancer, avoir les mêmes questions de la part des voyageurs. En tout cas, pour éviter ça, déjà, on va mettre des messages automatiques en place. Mais déjà, qui gère les messages? Au début, pour moi, c'est vous qui devez le gérer. Pourquoi? Parce qu'en fait, contrairement au ménage, le ménage, c'est quelque chose qui est physique. Donc, vous devez être là sur le bien pour pouvoir faire la prestation. Or que si on parle des messages, les messages, si vous êtes à 500 km du bien, vous pouvez tout à fait gérer ça à distance. En fait, donc le but, c'est de déléguer tout ce qu'il y a à faire sur place et tout ce qui est à distance, ça, vous pouvez le garder en soi parce que vous pouvez le gérer de n'importe où. Donc, et qui le gère, c'est vous. Et ensuite, vous allez pouvoir déléguer. On va voir ça juste après. Et les messages automatiques, ça va permettre d'automatiser toutes les questions fréquentes qu'on peut avoir de la part des voyageurs. Donc, c'est quoi la box Wi-Fi? Où est le logement? À quel étage? Et ci et ça. Toutes les questions qui reviennent à chaque fois et les mêmes questions. Donc ça, vous allez pouvoir les mettre dans les messages automatiques pour que ça s'envoie et que les voyageurs reçoivent les messages sans vous avoir une charge mentale. Ah oui, j'ai oublié d'envoyer les messages aux voyageurs. Non, ça c'est automatisé et tout se gère automatiquement à ce niveau-là. Donc vous allez envoyer par exemple un message à la confirmation de la réservation, J-1 avant le check-in du client, le jour J du check-in du client, après son arrivée vers 19h-20h pour s'assurer que tout va bien, le jour de son départ et un jour après son départ par exemple pour envoyer un message de remerciement et qu'il nous laisse un beau commentaire sur la plateforme. Donc ça, c'est important. Ensuite, il va avoir tout ce qui est check-in vidéo. Ça va rejoindre les messages automatiques parce que par exemple, c'est pour ça que j'ai mis le logo YouTube parce que vous pouvez mettre des vidéos en non répertorié sur YouTube. Et comme ça, il vous envoie un lien, il n'y a que le voyageur qui peut le voir. Et en fait, vous allez mettre ce lien dans les messages automatiques et le voyageur, par exemple, vous mettez en J-1 et le voyageur le reçoit et il va pouvoir regarder le check-in vidéo. Et moi, je fais ça sur tous mes biens et ça monte de l'extérieur de l'appartement à l'extérieur de l'immeuble même jusqu'à l'intérieur de l'appartement, comment accéder au logement. Et comme ça, je ne reçois pas de questions, oui, mais c'est où? Oui, ils peuvent pas ne pas trouver. Donc vraiment, ils trouvent
grâce à la vidéo. Et comme ça permet d'automatiser cette partie-là et de ne pas dire ah ok, mais vous prenez à droite, mais après vous montez les escaliers. Non, il y a la vidéo, c'est clair, c'est net. Qui parle français, espagnol, allemand, chinois, il trouvera. Ensuite, forcément, vous allez devoir déléguer au bout d'un moment. Moi, par exemple, avec un peu moins d'une trentaine de biens aujourd'hui, ce n'est pas moi qui réponds à tous mes voyageurs. J'ai délégué cette partie-là à 100%. Donc, j'ai des personnes qui reçoivent les appels, qui répondent aux messages sur Airbnb, sur Booking, sur WhatsApp, etc. et qui les assistent par rapport aux questions supplémentaires qu'il peut avoir. Mais cette partie-là, vous pouvez très bien la gérer au début, mais au bout d'un moment, quand vous allez avoir un certain volume, il va falloir que vous déléguez cette partie-là. OK? Donc, on passe au point suivant qui est tout ce qui va être check-in. Le check-in, c'est important à déléguer parce qu'encore une fois, ça fait partie de tout ce qui est physique et tout ce qui est physique, il faut le déléguer dès le début pour pas avoir et pas être sur place dès le début, pendant vos débuts avec vos appartements. Donc, ça va passer par boîte à clés. Je pense que ça, tout le monde connaît. Ça fonctionne avec un code. On met le code, on récupère la clé, on accède au logement. Donc, généralement, c'est mieux de le mettre à l'extérieur de l'immeuble. Comme ça, le voyageur, il récupère qu'il y ait un badge ou une clé. Il a tout pour accéder à l'appartement. Et même de manière générale, tout ce qui est à code, c'est toujours mieux dans le business de la location courte durée. Pourquoi? Parce qu'en fait, un code, vous le donnez à n'importe qui, il peut accéder au logement. Par contre, si moi j'ai une clé et que l'appartement il est à 500 km de chez moi, je ne peux pas donner la clé comme ça. Mais le code, je peux le donner et n'importe qui peut accéder. Donc ça, c'est important. De manière générale, préférez toujours tout ce qui est à code. Le désavantage de tout ce qui est boîte à clé, c'est que vous devez avoir l'accord du syndic pour pouvoir le mettre sur l'extérieur de l'immeuble. Donc ça, c'est vraiment le désavantage. Et donc ça, il faut demander au propriétaire ou au syndic pour pouvoir l'installer. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple pour automatiser son check-in. Si vous ne pouvez pas mettre de boîte à clé, vous pouvez très bien mettre des circuits connectés. C'est plus cher. En effet, c'est plus cher. Donc, vous pouvez en avoir, par exemple, sur Nuki, c'est une marque qui fait ça. On est à 300 €, je crois, pour la Smart Lock. Donc, c'est vraiment plus cher, c'est plus sophistiqué. Mais au moins, là, vous avez les codes qui se changent régulièrement à chaque voyageur, etc. C'est bien, mais forcément, c'est plus cher derrière. Ensuite, vous avez tout ce qui est ouverture. Vous voyez, ça, c'est de l'ancienne. Du passage que j'ai fait tout à l'heure qui ne s'est pas enregistré, mais vous avez le petit boîtier ici qui, par exemple, qui s'appelle Nuki Opener, qui va vous permettre en fait d'automatiser l'ouverture de la porte de l'immeuble à distance. Donc ça veut dire que si vous ne pouvez pas mettre de boîte à clé à l'extérieur, comment il va faire pour récupérer une clé à l'intérieur de l'immeuble pour ouvrir l'appartement si déjà il n'arrive pas à accéder à l'immeuble. Donc ça, c'est super important. Ça permet justement d'ouvrir la porte de l'immeuble à distance. Donc, soit la personne sonne directement sur votre interphone, ça ouvre automatiquement, vous pouvez le configurer comme ça. Soit vous créez un lien spécifique que vous envoyez dans les messages automatiques qu'on a pu voir précédemment pour que le client ait le lien, il clique dessus et quand il est en face de l'immeuble, il clique dessus, ça ouvre automatiquement. Ou il y a également une autre méthode qui est vous-même, vous avez accès à l'application. Quand le voyageur il vous appelle et il dit qu'il est là, vous ouvrez. Ce n'est pas la meilleure solution, mais c'est également possible. Donc Nuki Opener, c'est également une très bonne solution pour automatiser l'ouverture de la porte de l'immeuble sur l'interphone. Ensuite, vous avez Keynest. On n'entend pas beaucoup parler, mais c'est une solution que moi j'utilise sur pas mal de biens. Keynest, c'est quoi? C'est tout simplement comme un point relais. Quand vous allez récupérer un colis auprès d'un commerçant, vous lui donnez un code, il vous donne votre colis. C'est exactement la même chose, mais pour des clés. Il y a différents commerçants qui sont partenaires Keynest et en fait, vous allez donner un code au voyageur. Le voyageur, quand il va arriver sur place, il va aller voir le commerçant, lui donner le code et le code est attaché à votre clé et donc il va recevoir la clé et il va pouvoir aller faire son séjour. Ça, c'est une bonne solution quand vous avez vraiment aucune des solutions qu'on a parlé juste ici, qui sont disponibles. Pourquoi? Parce que quand le voyageur doit faire un détour pour aller récupérer les clés, c'est pas le top. Et en plus, avec ces solutions-là, prenez vraiment des magasins qui sont maximum à 10 minutes de votre appartement. Parce que si c'est plus loin, pour les voyageurs, ça va être compliqué parce que moi, j'ai déjà fait les tests sur des appartements. C'était à 15 minutes de l'appartement, 15-20 minutes. Et vraiment, ça faisait beaucoup trop. Aller-retour, ça faisait 40 minutes, 1 heure. Et ça fait beaucoup trop en fait pour les voyageurs. Donc, vraiment privilégier à 10 minutes grand maximum de l'appartement. Et si même avec toutes ces solutions, vous ne trouvez rien, il y a la dernière solution de secours, c'est faire la remise de clé en main propre. Bien sûr, ce n'est pas vous qui allez le faire. Soit vous trouvez une personne spécifique, vous lui donnez un montant spécifique par mois, soit vous trouvez avec votre équipe de ménage un moyen de tomber sur une bonne tarification et qu'ils aillent faire la remise de clé. Il faut savoir qu'il y a toujours une solution d'automatiser son check-in
dans votre appartement. Donc, refuser un appartement parce que vous ne pouvez pas automatiser le check-in, normalement, ça ne doit pas être une raison qui est recevable. Il y a toujours un moyen, comme vous le voyez. Dans le pire des cas, c'est l'équipe de ménage qui fera la remise de clé contre un petit supplément. Voilà. Et le dernier point qui est très important également, comme tous les points précédents qu'on a vus, c'est la maintenance. La maintenance est super important, je l'entoure parce que c'est ça qui va faire que votre appartement va durer sur du long terme, que vous allez pouvoir l'exploiter 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire plus, parce qu'il est bien entretenu et parce que vous avez les bons retours de l'équipe de ménage. Des retours photos et des retours vidéo. Le but, moi aujourd'hui en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, c'est les process que j'ai mis en place dans mon business, c'est que chaque société qui intervient dans un de mes logements, il y a vidéo avant et après. À chaque fois, systématiquement, à chaque passage. Comme ça, moi, ça me permet de, entre chaque voyageur, prouver l'état dans lequel il était avant son arrivée et l'état dans lequel il était après son arrivée. Et donc, par exemple, on va prendre un exemple tout simple. S'il y a un pied de table qui est cassé dans un appartement, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va venir appeler un technicien. Bon, pas venir sur place, vous m'avez compris. On va appeler un technicien. Bon, moi aujourd'hui, par exemple, ce n'est pas moi qui s'occupe de ça. Moi, c'est l'équipe à qui je délègue le service client qui s'occupe de contacter le technicien. Mais je vous l'explique à vous, comme ça vous comprenez. Donc, vous contactez un technicien. Par exemple, il y a un pied de table qui est cassé dans un appartement. Vous contactez un technicien, par exemple, sur la plateforme Ujo, vous pouvez en trouver. Vous sélectionnez en fonction des profils, des notations, etc. et en fonction du prix, forcément. Donc, on dirait que pour 30 euros, on arrive à trouver quelqu'un qui passe dans l'appartement. OK, pour 30 euros. Les 30 euros, vous allez les avancer, mais ce n'est pas vous qui allez supporter le coût final. Pourquoi? Parce qu'on a des assurances comme AirCover, donc c'est l'assurance contre les dégâts de Airbnb, qui couvre jusqu'à plusieurs millions de dollars, c'est plus de 3 millions de dollars de dégâts, il me semble, et vraiment vous êtes large. Donc le but, c'est justement, AirCover va demander de la documentation qu'on peut voir juste ici. Et cette documentation-là, ce n'est pas que des photos et des vidéos, c'est également les factures. C'est également des devis. Donc tout ça, c'est super important de documenter tout ça pour avoir toutes les preuves que vous allez pouvoir avancer à l'assurance Airbnb et qui va faire que vous allez être remboursé systématiquement des dégâts qui sont causés par les voyageurs. Et je dis bien systématiquement quand c'est bien documenté. Si vous ne prenez pas de photos avant-après, que vous n'avez pas de vidéo, que vous n'avez pas de photos et vidéos horodatées aussi. Ça, c'est super important. Horodaté, c'est-à-dire qu'il y a l'heure et la date sur les photos. Par exemple, si vous passez sur WhatsApp, vous pouvez screen, il y a toujours l'heure et c'est toujours horodaté. Que vous n'avez pas les factures, que vous n'avez pas les devis, AirCover ne vont rien vous rembourser. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Parce que les personnes qui disent que AirCover, ça ne fonctionne pas, etc., ça, c'est que quand vous n'avez pas la bonne documentation. Avec la bonne documentation. Et si vous comprenez bien les règles de Airbnb, les remboursements sont faits par l'assurance AirCover. Donc, vous allez avancer les frais. AirCover, vous allez faire la demande de remboursement et vous allez recevoir justement le remboursement par rapport aux frais que vous allez avancer si le dossier est bien monté. Sur Booking, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur Booking, leur assurance, clairement, elle est merdique, elle est pourrie, elle ne fonctionne pas. Avant, elle fonctionnait très bien, mais maintenant, elle ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si vous comptez sur l'assurance Booking, c'est comme si vous louez sans rien, en fait. S'il y a quelqu'un qui commet des dégâts dans votre appartement, c'est pour votre pomme. J'ai fait cette erreur-là, ne faites pas la même chose que moi. Donc, pour Booking, vous prenez une caution. Obligatoirement. Limite, sinon, vous ne vous mettez pas sur Booking. Si c'est pour louer sans caution, c'est sans Booking. Pourquoi? Parce que s'il y a des dégâts, comme je vous l'ai dit, c'est pour votre pomme. Et on n'est pas là pour supporter les dégâts qui sont causés par les voyageurs. Donc pour ça, vous allez mettre par exemple Stripe en place. Donc ça va vous permettre de mettre une caution. Par contre, Stripe, c'est uniquement avec un channel manager. Avec un channel manager, vous allez pouvoir mettre ça en place. Après, il y a d'autres systèmes, par exemple comme Sweetly, etc., sans channel manager qui sont possibles. Mais ça va vous coûter un frais supplémentaire. À chaque transaction de dépôt de caution, vous avez des frais qui sont pris, etc. Je trouve que ce n'est pas optimum. Si vraiment vous voulez faire les choses bien, vous prenez un channel manager, vous le connectez à Stripe. Comme ça, vous n'aurez aucun frais sur le dépôt de garantie qui est fait, sur la caution qui est faite par le voyageur. Donc voilà, AirCover avec Airbnb, Booking, caution via Stripe, de préférence. Et ensuite, pour revenir sur Airbnb, ensuite vous envoyez la demande de remboursement. C'est en 2 étapes. Donc, dans un premier temps, ça va être envoyé au voyageur, la demande de remboursement va être envoyée au voyageur. Il y aura 24 heures pour accepter. Et si sous ces 24 heures-là, le voyageur ne répond pas ou refuse la demande de remboursement, il y a une sorte d'escalade qui va être jusqu'à Airbnb cette fois-ci et où Airbnb, là, va vraiment commencer à traiter votre dossier. Donc ça, c'est important et c'est là où voilà, ils vont vous demander de la documentation supplémentaire, etc. pour pouvoir prouver et justifier vos dégâts. Et d'ailleurs,
je vais vous donner une vraie astuce qu'il faut mettre en place pour éviter les mauvais commentaires suite aux demandes de remboursement. C'est que, en fait, vous avez une fenêtre de tir assez précise où vous pouvez envoyer une demande de remboursement sans avoir un mauvais commentaire de la part d'un voyageur. Pourquoi? Il faut savoir que les commentaires peuvent être laissés sous 14 jours par les voyageurs. Par contre, la demande de remboursement peut se faire sous 15 jours. Donc en fait, vous avez, c'est même pas vraiment 15 jours, c'est 14 jours et quelques heures. Et en fait, en général, en tout cas heure française, vous avez jusqu'à à peu près 15 heures, 16 heures, ça va dépendre des réservations, 15 heures, 16 heures pour faire votre demande, pour que le voyageur pardon, laisse son commentaire. Et après, vous avez de 15 heures, 16 heures jusqu'à minuit pour faire votre demande de remboursement. Donc vous allez déjà préparer votre demande de remboursement sans l'envoyer. Vous allez pouvoir la préparer en avance. Par exemple, à 10 jours, vous préparez la demande de remboursement, comme ça elle est déjà prête. Et quand on arrive à 14 jours, après 16 heures, donc le voyageur ne peut plus laisser de commentaires. Donc vous pouvez envoyer votre demande de remboursement sans avoir peur d'une représaille de la part du voyageur qui ne peut pas, en fait, à la fin, vous laisser de mauvais commentaires, tout simplement. Donc voilà, c'était la petite astuce. Vraiment, moi, c'est ce que je mets en place et ça me permet d'être tranquille et de ne pas avoir peur de laisser une demande de remboursement pour un voyageur parce que je sais que c'est quelque chose qui peut être bloquant pour certaines personnes. Oui, mais le voyageur, si j'envoie une demande de remboursement, il va me laisser un mauvais commentaire, etc. Même si pour ça, en soi, c'est contre dans l'algorithme Airbnb, dans les règles de Airbnb, on peut faire supprimer un mauvais commentaire qui est en guise de représailles. Mais encore ça, il faut le justifier. Mais avec la méthode que je vous ai donnée, ça, vous pouvez le faire sans problème. Vous n'aurez pas de prise de tête ou de peur à avoir par rapport à ça. Donc voilà les différentes choses à mettre en place pour automatiser votre business de sous-location Airbnb ou même de conciergerie, hein. C'est grosso modo la même chose. Donc j'espère que ça vous aura aidé, hein, tout simplement. C'était une vidéo simple, nette, qui va droit au but. Le but, c'est de vous donner de la valeur et que vous ayez déjà les éléments dont vous avez besoin pour comprendre comment on automatise tout ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez avoir de l'aide pour implémenter tout ça dans votre business et pour vous lancer, vous allez retrouver un lien sous cette vidéo pour prendre un appel avec moi. C'est un appel totalement gratuit, hein, juste voilà, histoire d'échanger, de faire connaissance et voir si je peux être amené à vous aider. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura aidé et on se dit à la prochaine vidéo.